salut, vous l'avez vu, je vous retrouve pour une nouvelle lecture. Comme d'hab, ça fait très longtemps que j'ai vu ces livres au moment où sort la vidéo, mais au moment où je la tourne, ça fait pas très longtemps. Donc ça devrait aller, je devrais arriver à me rappeler des résumés, tout ça. On y va, hein. Le premier, c'est Pompéi de Robert Harris. Je vous en ai déjà parlé en book haul, je crois, et dans une autre vidéo après. J'avais essayé de lire un autre livre de Robert Harris, mais j'avais pas aimé, mais je m'étais dit que sur un sujet qui m'intéresserait et que je ne maîtrise pas, comme c'était le cas pour l'indice de la peur, ça pourrait peut-être me plaire. Donc j'ai pris celui-ci. Avant de résumer le livre, je vais te remettre dans le contexte pour moi, hein. Peut-être que vous vous en foutez de ma vie, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait du latin quand j'étais au collège. Je crois qu'on commence ça en 5ème, peut-être même en 6ème. Je sais plus, mais j'ai fait du latin quand j'étais au collège. Donc en latin, on a la partie que je mets pas du tout et qui est relou à mon sens, c'est-à-dire des déclinaisons, des espèces de conjugaisons, de comment ça s'écrit, des phrases qui veulent absolument rien dire, des traductions de texte, enfin bref, en gros de la grammaire en latin et de la conjugaison en latin. Et on a la partie qui moi m'intéressait, c'est la partie mythologie et la partie historique en fait, où on étudie les empereurs avec Néron, sa mère, sa sœur, enfin, ce gars m'a marqué parce qu'il est complètement psychopathe, et Rome et Pompéi et toute l'histoire en fait des empereurs et tout. Et donc quand j'étais en 4ème, je crois que j'étais en 4ème ou 3ème, je ne sais plus, on a fait un voyage en Italie, donc on a visité Rome, le Colisée, tout ça, c'était super cool, et on a surtout été voir Pompéi, donc qui sont les ruines de Pompéi, hein, parce qu'il y a eu une éruption du Vésuve en l'an 79, c'est ça. Et donc ici on va être en l'an 79, ça commence le 22 août je crois. C'est ça, le 22 août, et du coup, on est donc le 22 août, on doit être à 2 jours de l'éruption, et ensuite on a 2 jours entiers avant l'éruption, puis l'éruption, et puis le bordel, et puis le délire. Et donc on suit plusieurs personnages. En fait, l'histoire, c'est une narration assez lente, hein, il se passe pas énormément de trucs. La grosse action, entre guillemets, elle est à la fin, hein, c'est l'éruption du Vésuve, hein, voilà. Mais donc on suit un petit groupe de personnages. En fait, on est fin août, on est en période d'extrême sécheresse au niveau de la terre et tout, et l'aqueduc, donc, qui est donc l'espèce de machin en pierre immense qui est chargé d'apporter l'eau dans les villes, se met à bugger, à délirer, et l'eau n'arrive plus, ça commence à sentir le soufre, ça commence à être la panique à bord, parce que plus d'eau égale plus de vie, bordel délire. Donc on a l'Aquarius, je sais plus son nom. Globalement, pendant tout le livre, j'ai eu un problème avec les personnages, enfin avec les noms des personnages, parce qu'ils ont des noms, ils s'appellent pas genre Pierre, Paul, Jacques, Marie, tu vois, ils s'appellent bizarrement, des noms contemporains à l'époque. Et donc j'ai eu énormément de mal à savoir qui était qui avec les prénoms et tout. Mais l'Aquarius, je crois que c'est pas son nom, hein, je crois que c'est son statut, son métier en fait. Aquarius, ça veut dire qu'il est chargé de gérer l'aqueduc. C'est lui qui vérifie que ça marche bien, que l'eau s'écoule bien, qu'il n'y a pas de soucis, que toutes les villes sont alimentées et tout. Sauf que là, comme l'aqueduc il bug, et ben lui il va être chargé de trouver ce qui va pas et de réparer pour que l'eau arrive en fait, parce que sinon c'est pas possible en fait, il faut absolument qu'ils aient de l'eau, hein, ces gens. Et donc il fait quelque chose de complètement aberrant selon nous qui lisons ça et qui savons ce qui s'est passé. Il va à Pompéi. Et à partir de là, va s'enchaîner tout un tas d'événements Enfin, en fait, ce qui est cool avec le livre, c'est que tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il va là-bas? Et pourquoi ils ne comprennent pas ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y a la sécheresse, l'eau qui se met à bugger, ça sent le soufre, la terre commence à trembler, puis ensuite la cendre se met à, quelques jours plus tard, la cendre se met à sortir du volcan, en fait. Puis la lave arrive et tout. Mais en fait, tous ces indices-là qu'ils ont avant et moi je sais que c'est lié au Vésuve et à l'éruption qui va arriver là incessamment sous peu, eux ils ont aucune idée de ce qui va arriver, ils sont incapables de mettre les éléments bout à bout pour se dire peut-être que la montagne là-bas c'est y a un petit souci en fait. Parce que ils ont pas connaissance en fait. Les mots volcan et éruption ne sont jamais écrits dans le livre parce qu'ils ne connaissent pas ces mots. Ils appellent le Vésuve la montagne, ils ont aucune idée de ce qui va arriver, aucune idée de ce qui va se passer. D'ailleurs vers la fin, donc au moment de l'éruption, on a Pline l'Ancien. Donc Pline l'Ancien et Pline le Jeune, ça dira peut-être quelque chose à ceux qui ont fait du latin, parce que ce sont les deux grands historiens qui ont écrit, qui ont écrit ce qui se passait et qui ont laissé quelque chose à nous, suivants, enfin à nous, aux générations futures, pour qu'on sache ce qui s'est passé, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et donc on a Pline l'Ancien qui est au moment de l'éruption très vieux et un petit peu en train de délirer et de vieillir, en fait, enfin, de quasiment mourir. Et donc il essaye de dicter à son page ce qu'il voit, les espèces de flammes, les cendres et tout. Et à un moment donné, il se dit, bon, avec son langage de l'époque, on est d'accord, hein, mais moi je vais le traduire en langage courant, hein, il se dit, putain, j'ai pas les mots, je ne sais pas comment expliquer, comment décrire ce que je vois, je n'ai pas les mots. Il se met à faire des métaphores bizarres parce qu'il n'arrive pas du tout à expliquer ce qui se passe et ce qu'il voit. Au bout d'un moment, il n'y arrive plus, quoi. Donc ils n'ont pas les mots, en fait. Les mots éruption et volcan sont pas prononcés dans le livre, sont pas écrits parce que ça n'existe pas, en fait.
Voilà, c'est intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'aurais peut-être aimé que ça aille un chouïa plus vite et qu'on ait un petit peu plus de détails en fait, mais on les a pas. On a aussi bien le contexte de l'époque avec les esclaves, les grandes maisons, le fait que c'est une question d'opportunité en fait à l'époque. Que tu sois esclave ou pas, l'opportunité est importante. En fait, un peu, ça m'a un peu rappelé le rêve américain de genre tout le monde peut y arriver si tu en as envie et si tu t'en donnes les moyens. C'est un peu le cas ici. Bon, on a des esclaves qui sont quand même assez maltraités, hein, notamment au début du livre. On a une jeune fille qui est promise en mariage à un mec qu'elle ne supporte pas, mais elle n'a pas le choix, hein, voilà, ça va être comme ça. Sauf que en gros, l'éruption va venir la sauver. Bon, voilà, franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas appris énormément de choses, ça m'a rappelé. J'ai bien aimé parce que les descriptions des villes et notamment des passages piétons sont vrais, enfin sont réels, c'est ce que j'ai vu là-bas quand j'y suis allée. Donc voilà, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est peut-être un peu long à lire, j'ai mis énormément de temps à le lire, mais c'est intéressant. Ensuite, on passe à mes premières lectures de septembre, et donc mes premières lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai commencé, mais à une vitesse dingue. J'ai validé plein de catégories au début septembre, c'était trop cool. Donc le premier, vous l'avez jamais vu parce que je l'ai acheté exprès pour le Pumpkin et je l'ai lu direct du coup. C'est Jamais 203, le tome 1, Naomi Ethan Rivière, de Eve Langlais. Donc j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion, du coup je me suis dit bon allez. Ça avait pas l'air ouf, j'avais un peu peur du triangle amoureux, mais en fait ça s'est bien passé. Alors ça m'a permis de valider la catégorie des métamorphoses, je ne sais plus dans quel menu elle est, parce qu'on est avec des hommes qui se transforment en loups, des hommes qui se transforment en ours, des hommes qui se transforment en lynx, enfin des hommes qui se transforment en tous les animaux possibles, donc niveau métamorphose on est pas mal. C'est de la bitlit, clairement érotique. Hein. Franchement, si vous n'aimez pas les scènes érotiques, c'est pas la peine de lire ça, parce que pour le coup, le monde fantastique autour n'est pas spécialement développé. Hein. On va se concentrer sur la relation de ces trois personnages-là. Et j'avais peur, en fait, avec la couverture un peu kitsch et le titre, de me retrouver avec un triangle amoureux. Je suis pas franchement fan des triangles amoureux. Et en fait, c'est pas du tout un triangle amoureux, c'est une relation à trois. En fait, l'histoire, c'est qu'on a Naomi, oui, dans le titre, Audrey, c'est bien, qui donc est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle est métamorphe, enfin elle est loup-garou en gros, enfin métamorphe loup quoi. Et elle en a marre de la violence et tout. Elle a je crois 4 ou 5 frères. Et dès qu'ils s'énervent, dès qu'ils s'engueulent, ils cassent tout, ils détruisent tout. Et elle en a ras le cul de ça. Et elle ne veut pas de ça chez elle. Donc elle ne veut pas se marier et se lier avec un autre métamorphe. Elle veut épouser un humain pour avoir une vie tranquille, peinard, posée. Sauf qu'évidemment, ça va pas se passer comme ça. Elle va rencontrer Ethan et Javier, donc, qui sont ses âmes sœurs en fait. Bon, je sais plus comment c'est écrit dans le livre, mais en gros, ils lui sont destinés. C'est assez répandu apparemment dans ce monde-là que les métamorphes aient une âme sœur et la trouvent, mais là, elle en a deux. Du coup, ça veut dire que en fait, elle a pas c'est pas un triangle amoureux parce que le choix qu'elle a, c'est aucun des deux ou les deux, donc c'est pas l'un ou l'autre, vous voyez. Mais comme elle ne veut même pas d'un métamorphe, c'est un peu relou quoi, elle se retrouve avec deux pour le prix d'un et ça lui plaît pas. Mais ils vont essayer de. En fait, toute l'histoire, ça va être essayer de lui prouver que c'est pas parce qu'ils sont métamorphes. Donc l'un est lynx, l'autre est ours. C'est pas parce qu'ils sont super musclés, super forts et tout qu'ils vont forcément tout casser chez elle. Voilà, voilà. Donc voilà, ils vont essayer de lui prouver que ils veulent être avec elle, qu'ils l'aiment et tout, et qu'ils vont faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire éviter de tout casser et de s'énerver, et aussi éviter que ses frères le fassent parce que c'est un peu compliqué. J'ai bien aimé, c'est peut-être un peu long, alors il fait 270 pages, je crois, c'est ça. Mais au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond, j'ai trouvé. Elle veut pas, mais elle veut pas, mais elle veut. Enfin, c'est un petit peu chiant, mais ça s'éternise pas non plus. Et on a une espèce de mini-histoire, de mini-enquête en parallèle. Quelqu'un lui veut du mal. Alors évidemment, elle a déjà 4 frères, plus un père qui s'énerve rapidement, plus maintenant elle a ses deux âmes sœurs là. Donc autant vous dire qu'il faut pas lui chercher des noises à cette fille-là, parce que ça a mal tourné pour vous. Et donc voilà, tout le monde cherche sans violence qui lui en veut et qui l'attaque. J'ai bien aimé, je suis pas certaine de lire la suite, c'est pas dans mes objectifs de trouver, d'acheter et de lire la suite, mais peut-être que si un jour par hasard je tombe dessus, je le lirai, pourquoi pas. C'est pas de la grande littérature, c'était pas l'histoire du siècle, mais c'est sympa. Et j'ai quand même écouté une musique qui est Is This Love de James Arthur. Deuxième livre qui est aussi un livre que vous avez jamais vu et que j'ai acheté fin août et que j'ai eu très envie de lire. Donc c'est Le Temps des magiciens, le tome 1, Le magicien, la guerrière et la petite cuillère de Cressida Cowell. Donc c'est écrit et illustré par Cressida Cowell. Je vais vous montrer je vais vous montrer déjà les personnages au début.
Voilà, donc ça c'est les deux personnages qu'on va suivre. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'espère que vous voyez quelque chose. Hein, voilà. Tout le long après on a d'autres illustrations, des petits trucs sympathiques. C'est un style assez particulier, ça m'a fait un petit peu penser à Tim Burton, mais c'est vraiment cool. Voilà, je cherchais cette illustration. Pareil, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, mais j'adore cette illustration. Je sais pas si on voit bien, mais il y a une espèce de tête au milieu de la forêt. Enfin bref, c'est tout illustré, c'est très beau, c'est en noir et blanc, mais j'ai beaucoup aimé. Moi qui lis, enfin je lis jamais de manga et de bande dessinée, je pense que ça se voit sur la chaîne. Du coup, quand les seuls livres illustrés que je lis, c'est des livres pour la jeunesse, et la plupart du temps des Roald Dahl. Et là, quand je l'ai vu d'occasion, il est sorti en 2017, je crois, donc neuf, il vaut 18 €. D'occasion, il était à genre 12 € je crois. Et comme j'ai échangé avec la magie de Paris, je crois, bah, du coup, j'ai dû payer genre 5 €. Et il est vraiment cool. Pour l'histoire, on va rencontrer donc les deux personnages que je vous ai montrés au début, à savoir Souhait, qui est une guerrière et qui est la fille de la reine des guerriers, et Zar, donc ça s'écrit avec un X mais ça se prononce avec un Z, donc il s'appelle Zar, qui est pareil le fils qui est magicien et qui est le fils du roi des magiciens, sauf que aucun des deux ne correspond à ce que leurs parents auraient voulu qu'il soit. Lui n'a pas de magie alors que c'est un magicien, c'est un peu la loose. Et elle n'a pas un physique et n'a pas la prestance, enfin l'espèce de classe que devraient avoir les guerriers selon sa mère. Et du coup c'est un peu le bordel, surtout qu'ils ont chacun, elle a des sœurs et lui il a un frère qui correspondent exactement à ce que veulent leurs parents. Du coup en gros c'est un peu les laisser pour compte. Et une nuit, chacun va s'échapper de là où il vit, dans la forêt, pour faire un peu des conneries et tout. Et ils vont se rencontrer dans la forêt et de là va partir une espèce d'aventure. J'ai vraiment beaucoup aimé. On y rencontre des géants, des trolls, des fous follets, des chats des neiges. Enfin voilà, il y a plein de créatures comme ça, c'était vraiment cool. Donc celui-ci, je l'ai pris pour la catégorie magie en SFFF, je me rappelle plus. Je crois que c'est Witch's Brew, le nom de la catégorie. Mais bref, et c'était vraiment, vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Apparemment, il y a un tome 2. Je crois qu'il n'est pas encore sorti en France du coup. J'espère qu'il sortira parce que c'était vraiment, vraiment génial. Les dessins peuvent faire un peu peur, mais l'histoire en elle-même fait pas du tout peur. C'est vraiment très enfantin avec deux enfants qui se baladent et qui vivent une aventure avec des créatures et tout, qui essayent de s'en sortir tout en prouvant à leurs parents qu'ils sont pas complètement débiles. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour le coup. Voilà, je m'attendais pas à. Déjà, je m'attendais pas à le lire parce que j'en ai quasiment jamais entendu parler et je le cherchais pas spécialement. Mais je l'ai vu, je me suis dit, ah, il a l'air trop bien. Et du coup, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et effectivement, c'était trop bien. Même si c'est un tome 1 pour celui-ci, j'ai pas de musique parce que j'ai pas eu envie d'écouter de la musique en lisant celui-ci. Voilà, faut pas chercher, ça m'arrive comme ça des fois. Voilà, on a plein de petits dessins comme ça. Enfin, c'est vraiment cool. Voilà, je vous le conseille. Enfin, pour les enfants, c'est génial. Et pour les adultes, c'est trop cool. Et enfin, j'ai lu Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 1, L'alchimiste de Michael Scott. Alors celui-ci, il est ici, il est dans la palle depuis mais genre des années, mais genre vraiment. Et je me suis enfin décidée à le lire. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, on est encore en plein Pumpkin Challenge, donc je vais le dire, ça peut servir à des gens. Il peut remplir plusieurs catégories celui-ci, puisqu'on y parle de vampires, on y parle de zombies, on y parle de fantômes, on a des légendes, enfin bref, on a de la magie aussi. Donc il peut remplir pas mal de catégories pour le Pumpkin, c'est un peu une espèce de fourre-tout si vous voulez. Pour l'histoire, on y rencontre Sophie et Josh, on est à San Francisco. Donc elle travaille dans un café, lui il travaille dans la librairie d'en face. Et ils vont être tous les deux témoins de l'agression de Nicolas Flamel. Par John Dee, espèce de méchant du livre en fait. Puis ils vont être aussi témoins de l'enlèvement de Pernelle, donc qui est la femme de Nicolas. Et donc à partir de là, ils vont se retrouver en danger parce que le méchant va vouloir les chercher, hein, voilà. Et donc du coup, ils vont se retrouver embarqués dans une espèce de fuite pour éviter de se faire tuer, éviter de se faire rattraper par ce méchant. Ça se passe sur 3 jours, mais c'est vraiment, vraiment bien. C'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien écrit. Il y a des mythologies qui sont intégrées, qu'elles soient égyptiennes ou pas. Il y a des légendes évidemment, parce que Nicolas Flamel est une légende, même s'il a réellement existé. Il y a des personnages historiques qui ont réellement existé en plus de Nicolas Flamel qui sont intégrés. Il y a des faits historiques qui sont intégrés à l'histoire. Alors plus les vampires, les fantômes que je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est une espèce de fourre-tout où on va être perdu, mais pas du tout, c'est très bien écrit. L'auteur a su gérer l'action et les révélations à la fois faites aux personnages qui sont Sophie et Josh, qui sont deux humains qui n'ont rien demandé à personne, hein, et à la fois aux lecteurs du coup, ce qui fait qu'on n'est pas perdu. Moi j'ai vraiment adoré, j'avais un peu peur de ce livre, je ne sais pas pourquoi, mais là j'ai vraiment hâte de lire la suite, peut-être même que je la lirai avant la fin du challenge parce que j'ai trop hâte de la lire, voilà. C'est vraiment, vraiment cool, et en plus en fait, je sais pas comment l'auteur a réussi à faire ça,
Mais dans les autres young adultes que j'ai essayé de lire récemment, et où on a des personnages qui se retrouvent, la plupart du temps des jeunes filles, qui se retrouvent confrontées à un monde et où personne ne répond à leurs questions et blablabla tout ça, moi j'y crois pas en fait. Et là, l'auteur a réussi à faire en sorte que ce qu'il explique au personnage, en même temps il explique au lecteur du coup, et on y croit en fait, on comprend, on se dit ah mais oui d'accord, ok, bon on est en mode fantastique avec des trucs de magiciens et tout, mais on comprend, on n'est pas perdu, il répond pas à toutes les questions, il reste quand même des mystères, il y a des trucs qu'il veut pas dire, il y a des trucs qu'il dit pas, mais on n'est pas perdu et on a quand même des réponses et on avance et il se passe plein de trucs. C'est vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai écouté quoi? J'ai écouté merde, Chainsaw, je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre, de Nick Jonas. Voilà, on a vraiment, c'est vraiment extrêmement bien écrit. En plus, pendant ma lecture, je me suis dit, ah, il a intégré plein de trucs, comme je l'ai dit. Il a par exemple intégré l'incendie de Londres à son histoire, qui dans les années je sais plus combien. Il a intégré des mythologies, il a intégré des créatures, il a intégré des personnages. Et en fait, à la fin, dans les notes de l'auteur, il explique qu'il a eu cette idée, enfin qu'il a eu envie d'écrire ça il y a très longtemps, mais qu'il savait pas trop comment le faire, et qu'il a pris son temps pour le faire, pour tout intégrer, pour que ce soit cohérent. Et du coup, ça donne un truc vraiment cohérent et vraiment bien écrit. Et c'est vraiment chouette. Voilà, mon nouvelle lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.